Bonjour à tous, je suis Marie-Alice Lincoln d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom consacré à la tuile béton accélératrice de la transition écologique. Nous sommes donc en compagnie de Christophe Bertrand et Rémi Auger de BNI Monnier et de Frédéric Clarat du bureau d'études ETC. Il s'agit d'une rencontre qui est organisée dans notre cycle de rendez-vous en ligne consacré aux matériaux innovants à destination des professionnels de l'architecture. On a vraiment essayé de penser cette rencontre dans l'esprit d'une table ronde. C'est pourquoi je vous invite vous aussi à engager la conversation, à utiliser donc l'onglet discussion qui se trouve en bas de votre écran. Alors vous pouvez nous poser directement vos questions par écrit, on en prendra connaissance et on prendra bien sûr le temps de répondre à chacune de vos questions. Peut-être qu'on peut commencer par présenter en quelques mots l'entreprise BNI Monnier. Christophe, si vous voulez nous dire quelques mots à ce sujet. Sur Marie-Alice. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, en fait, BNI Monnier, nous sommes le spécialiste du toit en pente. Donc, on est fabricant de tuiles, bien sûr, et on a la particularité d'avoir deux matériaux différents en production. Donc, on a la tuile terre cuite, mais on a aussi la tuile béton qui fait partie de l'objet de cette réunion. Et après, on est aussi fabricant de tout ce qui compose le toit. Donc, en fait, tout ce qui est closoir, écran de sous-toiture, aération, ventilation et fixation. Voilà. Donc, on a des usines terre cuite qui sont centenaires. Et nos usines béton ont plus d'un demi-siècle d'existence sur le marché français. Nos tuiles sont faites en fait pour être posées sur n'importe quelle région en France. Donc, on a des tuiles plates, on a des tuiles fort galbe, faible galbe, des tuiles petit moule, et on répond à tous les marchés, donc aussi bien au marché du neuf qu'au marché de la rénovation. Voilà. Donc voilà, j'ai présenté rapidement l'entreprise BNI Monnier. Après, ce qui est intéressant, et en deux petits mots, on appartient au groupe BNI. Donc, BNI, on a aussi une autre belle société dans le groupe qui, elle, est spécialiste du toit plat, donc avec, en France, la marque Ciplast, donc en étanchéité bitume et étanchéité synthétique aussi. Donc, le groupe BNI est vraiment le leader du toit, qu'il soit plat ou pente au niveau de la France. Voilà, Marie-Alice, pour la présentation de l'entreprise. Très bien. Et alors, en tant que fabricant de matériaux de construction, vous avez sans doute un rôle important dans l'accompagnement des architectes pour toutes les questions liées à l'environnement. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la RE 2020 notamment, qui va être aussi le sujet de cette rencontre et qui va entrer en vigueur prochainement. Peut-être Frédéric voulait prendre la parole à ce sujet. Écoutez, déjà, je remercie Christophe de nous avoir fait, je dirais, nous rencontrer et puis du coup participer à cette réunion. Donc oui, moi, mon cœur de métier, c'est plutôt donc tout ce qui est l'aspect thermique et environnemental. On a développé aussi un service qui est plutôt lié sur les problèmes acoustiques et vibratoires, et un troisième service en ingénierie. Donc effectivement, là, mon intervention aussi, c'est à la demande aussi de Christophe, c'est de faire une petite synthèse sur la RE 2020. Donc, je vais pas la faire, je dirais, dans le détail, mais au moins vous donner les dates clés et les principaux changements qui vont arriver, et notamment la partie environnementale, sur la partie carbone. Je m'attarderai peut-être plus sur ce sujet-là aujourd'hui. Donc, là, je vous ai remis cette diapo-là, c'est vraiment un peu le calendrier de la RE 2020 pour vraiment acter où on en est aujourd'hui. Faut savoir que les textes officiels sont sortis tardivement, donc la plupart des textes officiels sont sortis le 15 août, pour être précis, donc en termes de décret et d'arrêté. Une date à retenir, et c'est la plus importante, l'application de la RE 2020, donc c'est à retenir, c'est pour tous les dépôts de PC à partir du 1er janvier 2022, donc notamment pour tous les bâtiments à usage d'habitation, que ce soit maison individuelle ou collective. Pour tout ce qui est bureau et enseignement primaire et secondaire, l'application se fera dans un second temps, qui sera plutôt calé sur le 1er juillet 2022. Et pour tous les projets, je dirais un peu particuliers, tels que les extensions de bâtiments,
en partie neuve. Donc là, l'application de la RE 2020 se fera plutôt pour les PC déposés à partir du 1er janvier 2023. Mais ce que je voulais surtout mettre en avant avec ce calendrier, c'est surtout la phase 2025, 2028 et 2031 qui seront, on va assister globalement à une génération de réglementation. Donc, tous les 3 ans, il y aura je dirais des seuils qui vont évoluer, et notamment les plus importants seront sur la partie carbone, sur l'IC construction et l'IC énergie. Et l'IC construction est directement en lien avec ce qu'on va voir tout à l'heure au niveau des tuiles. Voilà. Alors là, je vous ai remis, pour faire simple, je dirais un peu les 3 grandes lignes et les 3 grands objectifs du ministère de la Transition écologique. Donc, le premier, c'est donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonisation de l'énergie. Donc, très clairement, on assiste sur la RE 2020 à un renforcement en termes d'isolation au niveau des bâtiments pour encore réduire nos déperditions de chaleur et donc limiter nos consommations d'énergie. La décarbonisation de l'énergie, vous allez voir qu'il y a des choses qui ont été rajoutées, notamment, ça fait encore polémique, mais la sortie du gaz naturel, notamment dans la maison neuve, ou même sur la partie collective, même si on va avoir une petite transition. Cette énergie-là est fortement compromise sur les différentes réglementations qui vont arriver. L'une des grosses nouveautés de la RE 2020, puisque là je parle bien de réglementation environnementale, c'est l'aspect carbone, donc la diminution de l'impact carbone dans la construction des bâtiments. Donc là, ça va être directement en lien avec tous les produits de construction et matériaux et matériels qu'on va utiliser dans la maison ou dans le logement collectif. Le troisième axe, c'est aussi garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur. Donc, je rentrerai dans le détail tout à l'heure, mais là, très clairement, c'est pour assurer un confort à l'occupant. Donc, les essentiels de la RE 2020, pour synthétiser un petit peu, il y a des nouveautés, donc, notamment la surface de référence que l'on prend dans les études thermiques n'est plus la Chaude-RT ou la SRT comme on a pu l'avoir sur la RT 2012, mais c'est maintenant la surface habitable qui sera prise en compte dans le résidentiel. Sur tout ce qui est tertiaire, ce sera la surface utile. Au niveau du calcul des consommations, on va retrouver les 5 usages qu'on avait sur la RT 2012, avec quelques petites nouveautés. Et c'est rajouté à ces 5 usages, notamment toutes les consommations au niveau des ascenseurs et des parkings pour les logements collectifs. Les besoins d'eau chaude sanitaire ont été évalués à la baisse. Donc vous verrez que ça peut avoir un impact sur le nombre de pièces d'eau et la typologie des logements. Concernant le photovoltaïque, c'était un levier d'optimisation. Quand on avait des systèmes énergétiques qui n'étaient pas très performants, on pouvait compenser par de la production d'électricité. Je dirais le gros point noir sur la RE 2020 au niveau du photovoltaïque, c'est qu'on a été limité uniquement à l'autoconsommation. Donc, c'est-à-dire que même si on met beaucoup de surface de photovoltaïque, on ne pourra en déduire qu'une partie limitée. Au niveau des fichiers météo, donc, il y a une mise à jour, notamment au niveau de l'année de référence, les stations et les scénarios. Donc, l'année de référence, pour vous la citer, ça a été 2003 qui a été pris en année de référence, et c'est notamment la période caniculaire où on a eu énormément de décès en France. Donc là, c'est vraiment pour impacter le fameux coefficient et l'un des objectifs qui est le rafraîchissement dans les maisons en cas de forte chaleur. Au niveau du coefficient de transformation, au niveau du chauffage électrique, donc on est passé d'un coefficient de 2,58 à 2,30, ce qui n'a rien révolutionné du tout. C'est-à-dire que sur la RT 2012, le chauffage électrique était fortement compromis. Sur la 2030, sur la RE 2020, c'est la même chose. Au niveau des VMC, vient se greffer une obligation de résultat. Donc, on a une vérification des débits en fin de chantier à réaliser, au même titre que sur les RT 2012, on avait la perméabilité à l'air à effectuer. Pour vous montrer aussi que la RE 2020 et la RT 2012 sont vraiment 2 réglementations complètement différentes. Et je dirais même limite incomparable. Alors, on va retrouver quand même certains indicateurs tels que le BBio. Donc, sauf que le BBio, comme je l'ai dit tout à l'heure, on assiste à un renforcement d'isolant. Donc, si on fait un comparatif, c'est des bâtis RT 2012 compris avec un renforcement
de 20 à 40% en fonction de la surface. Donc l'orientation, l'architecture, l'inertie et l'aménagement. Et il y aura aussi une prise en compte systématique de besoins de froid dans cette partie BBO. Donc c'est pour ça qu'on assiste réellement à des modes constructifs qui sont en train de changer. Moi, je le compare un petit peu à ce qu'on avait pu vivre sur les bâtiments BBC, basse consommation, avec des bâtis très renforcés en termes d'isolation. On revient un petit peu sur ces principes-là. Les consommations d'énergie primaire, donc le CEP, donc on le retrouve, il était déjà présent dans les RT 2012. Donc c'est l'ensemble des consommations d'énergie primaire importées par le bâtiment, quel que soit le vecteur énergétique. Donc on retrouve le chauffage, le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage et tout ce qui est auxiliaire en maison individuelle. Un nouvel indicateur est venu se greffer. Donc là, c'est le CEP, donc consommation d'énergie primaire, NR, pardon, pour les consommations d'énergie primaire non renouvelables. Donc, c'est une contrainte pour tout ce qui est effet Joule, mais aussi pour l'énergie fossile, d'où la sortie, entre guillemets, du gaz naturel. Quatrième indicateur sur la partie énergie et qui est directement lié au confort de l'occupant, donc c'est les DH, donc c'est l'indicateur des degrés-heures qui permet d'évaluer l'inconfort pour les occupants. Donc il s'agit du nombre d'heures dans l'année durant lesquelles le bâtiment dépasserait le seuil des 26 degrés. Alors je me veux rassurant, dans la zone climatique dans laquelle on se situe, ce n'est pas un des indicateurs qui sera le plus pénalisant sur l'Aéro 2020. Donc là, je vous ai mis un petit peu la schématique, c'est-à-dire que quand on aura modélisé votre projet en fonction du descriptif du bâtiment et la prise en compte donc, des données météo sur la période caniculaire d'août 2003, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, et le scénario d'occupation en août, on va récolter un certain nombre de degrés-heures. Deux seuils ont été fixés. Donc, on a un seuil bas à 350 degrés-heure et un seuil haut à 1250 degrés-heure. À partir du moment où on est en dessous du seuil bas, on estime que le confort est assuré pour l'occupant au niveau de la maison. Quand on est entre le seuil haut et le seuil bas, on considère qu'on est quand même conforme, mais on peut avoir quand même recours, je dirais, à des systèmes plutôt passifs. Ça peut être de la gestion de domotique pour les ouvertures et les volets roulants, ça peut être des brasseurs d'air, ça peut être du rafraîchissement passif, entre guillemets, pour limiter une petite pénalisation qu'on a dans les consommations, dans le CEP. Par contre, systématiquement, dès qu'on sera sur 1250 degrés-heure, là, il faudra absolument avoir recours, notamment à de la climatisation. Donc là, je vais plutôt insister sur ces indicateurs-là qui sont vraiment les grosses nouveautés de l'Aéro 2020. Donc le premier, c'est l'IC Énergie pour indicateur carbone-énergie. Donc c'est tout simplement les émissions de gaz à effet de serre sur les consommations d'énergie sur 50 ans. Donc là, effectivement, le gaz naturel étant, je dirais, pénalisé sur son étiquette CO2, on a énormément de mal là sur ce qu'on a pu optimiser en termes de projet à valider des solutions gaz, notamment en maison individuelle, puisque le seuil qui nous est imposé dès 2022 est fixé à 4 kg CO2 par mètre carré par an dès 2022. Et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure sur une petite diapo, et vous verrez que les solutions gaz sont fortement pénalisées. Pour le collectif, on est passé de la RT 2012, de la RT 2005, on était à 70% de chauffage en collectif, 70% en chauffage électrique. La RT 2012 a fait complètement basculer le système de chauffage en collectif, où on s'est retrouvé avec pratiquement 70% des logements équipés en chaudière gaz individuelle. Donc, leur dire que l'électricité, c'est pratiquement impossible sur l'Aéro 2020 et le gaz est fortement compromis, il fallait bien leur laisser une petite transition pour trouver d'autres systèmes en termes de chauffage et de chaude sanitaire. Donc, le seuil, donc, pour eux, a été fixé à 14 kg dans un premier temps et va passer à 6,5 dès 2025. Donc, ils ont vraiment 3 ans pour la filière plutôt promotion pour se préparer à envisager d'autres systèmes de chauffage pour alimenter leur bâtiment. Cette diapo est intéressante. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve en maison individuelle. Donc là, on a pris une maison individuelle de 90 mètres carrés dans la zone climatique H2B. Vous voyez en bas toutes les solutions techniques qu'on retrouve habituellement dans les maisons. Donc, on retrouve de la PAC double flux,
Là, on retrouve la chaudière gaz avec un ballon solaire, une chaudière gaz avec un ballon thermodynamique. Donc, vous pouvez constater que toutes les solutions gaz sont bien au-dessus du seuil que je vous ai fixé en 2022, là, qui est à 4 kg, le trait en rouge. Et même en optimisant au maximum les bâtis, en jouant sur tous les paramètres, on n'arrive pas à baisser suffisamment les choses pour être conforme. Donc là, directement en lien avec ce qui nous intéresse ce matin, le deuxième indicateur, c'est l'IC Construction. Donc là, c'est vraiment l'impact carbone des produits de construction et équipements. Donc c'est limiter des émissions de carbone des matériaux et matériels pris en compte pour la construction sur 50 ans. Pour l'instant, je me veux rassurant sur la date d'application de l'ARE 2020. L'IC Construction ne sera pas forcément pénalisant sur les 3 premières années d'application de cette RE. Par contre, j'insiste, tous les 3 ans, comme je vous l'ai montré sur le calendrier tout à l'heure, il y aura un renforcement progressif des seuils qui ont été fixés sur cet indicateur. Et ce sera un abaissement de 15% pour avoir un seuil ambitieux en 2031 qui est un seuil à moins 35% comparé à 2022. Donc là, je dirais que on a tout intérêt sur cette partie-là à travailler, à aller chercher des fiches FDES pour tout ce qui est produit et des fiches PEP pour tout ce qui est système afin d'éliminer au maximum des valeurs par défaut qui seront très pénalisantes. Juste pour rappel, hein, la partie IC Construction qu'on devra calculer change un peu les méthodes de travail et les approches entre les bureaux d'études et les constructeurs, voire les promoteurs aussi. On a la partie énergie à calculer qui ne change pas trop. C'est des choses qu'on maîtrisait déjà par le biais de toutes les réglementations. Là, sur cette réglementation environnementale, on sera obligé d'aller chercher des lots détaillés. Donc, je m'entends bien, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin, en termes de renseignements, de pratiquement tous les métriques quantitatifs des projets. Alors là, je vous ai montré sur cette diapo les 13 lots techniques, mais il faut savoir aussi que dans ces 13 lots techniques, on a des sous-lots. Et pour chaque partie qu'on va prendre en compte, on va aller chercher la fiche FDES du produit pour limiter et voir son impact global sur le projet. Je vous ai remis un petit peu le cycle de vie, hein, donc, pour l'analyse ACV. Maintenant, l'ACV n'a rien de compliqué en soi sur le calcul. C'est une addition de tous les lots techniques et tous les paramètres qu'on va prendre en compte. J'insiste par contre, plus on aura de fiches certifiées et plus on valorisera le projet. Ça ne s'est pas arrêté là, c'est-à-dire que pour l'instant, je vous ai montré les 6 indicateurs réglementaires de la RE 2020 sur lesquels il faudra être conforme sur les 6 hein, pour que le projet soit conforme sur sa globalité. Mais on a aussi des indicateurs informatiques. Donc pour l'instant, non réglementaires, non bloquants sur le projet. Mais dans les années à venir, quand on voit l'évolution réglementaire et les seuils qui vont un peu bouger, ils peuvent très bien se transformer en indicateurs supplémentaires, mais réglementaires. On va avoir aussi un indicateur, donc je les cite, hein, le IC bâtiment, donc qui est l'indicateur carbone du bâtiment dans sa globalité. Donc c'est la somme des contributeurs composants, consommation d'énergie, consommation d'eau, chantier de construction, c'est l'impact carbone total du projet. Le stock C, donc c'est la masse de carbone biogénique stockée, le stockage carbone. Aujourd'hui, cet indicateur est directement lié, je dirais, avec le bois, puisqu'aujourd'hui, je dirais le seul matériau qui est en capacité de stocker du carbone dans son cycle de vie, c'est le bois. Donc pour l'instant, il y a eu des gros débats où tout le monde pensait que sur la RE 2020, on allait faire que de la maison ossature bois ou que du collectif aussi en ossature bois. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais dans les années futures, je pense qu'il y aura une part d'ossature bois qui sera amenée au projet. Moi, je prends l'exemple de nos bureaux, par exemple, sur du tertiaire. On est en béton banché sur le sous-sol et sur le rez-de-chaussée, et l'étage est entièrement en ossature bois. Donc, est-ce qu'il faudra incorporer ce stockage carbone par l'utilisation du bois dans la construction? Je pense que oui. Maintenant, dans quel pourcentage? Pour l'instant, c'est un peu l'inconnu. L'UDD, donc là, c'est un indicateur qui permettra de visualiser, et notamment ce que je vous expliquais tout à l'heure, la part en pourcentage des données environnementales par défaut utilisées dans l'évaluation du bâtiment.
Donc là, c'est vraiment pour sensibiliser le constructeur, le promoteur, mais aussi l'industriel à développer toutes ces fiches pour minimiser l'impact carbone de la construction et des produits utilisés. Maintenant, les hypothèses de la RT 2012 qui restent pour l'aéro 2020, parce qu'il y a eu quand même des bases qui sont restées. Donc, toujours l'étanchéité à l'air du bâtiment, donc ce sera aussi une obligation en fin de chantier. Les mesures par échantillonnage, par contre, seront pénalisées, donc dans le collectif comme dans la maison individuelle pour ceux qui sont partis sur des démarches qualité. Il y a une pénalisation quand même au niveau de la valeur du test de Perméa. On va retrouver tout ce qui est attestation au dépôt de PC et attestation en fin de chantier, même si elles ont évolué. Au dépôt de PC, on avait uniquement le BBio à justifier pour déposer son permis. Là, ça va un peu plus loin. Sur l'attestation de dépôt, on devra calculer le BBio, mais aussi le DH. Donc, pour le confort de l'occupant, on devra le calculer à l'attestation du dépôt. Fin de chantier, on aura un contrôle systématique, donc plus la Perméa, plus la VMC, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Les garde-fous sur les ponts thermiques, donc les exigences ont été renforcées, mais je me veux rassurant quand même, c'est-à-dire que les produits qu'on utilise, tels que les rupteurs de ponts thermiques, les planelles isolantes, font toujours le travail. Par contre, attention, ça peut avoir un impact aussi quand même sur l'architecture des projets. Là, par constat, sur les optimisations qu'on a pu faire sur l'aéro 2020, plus vous allez avoir de décrochés, plus la maison aura du mal à passer. Donc, attention à rester cohérent sur l'architecture des projets. L'éclairage naturel, la règle des 1/6 est conservée et on a toujours tout ce qui est mesure et estimation des consommations. Donc, on l'avait sur les RT 2012, c'est maintenu pour l'aéro 2020. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire en résumé sur cette réglementation. Merci beaucoup. Et justement, pour faire la transition peut-être avec donc, ces objectifs et la façon dont BNI Monnier répond et propose une solution pour répondre à ces objectifs, c'est la tuile béton. Qu'est-ce que la tuile béton, en fait, tout simplement, déjà peut-être en termes de composition, voilà, qu'est-ce que la tuile béton? Alors, merci Frédéric pour cette synthèse de la RE2020 qui est vraiment très très claire sur un sujet qui n'est pas toujours simple à comprendre. Et là, donc, on va aborder la tuile béton plus précisément. Et je voudrais commencer par rappeler en fait ce qu'on attend d'un toit. Qu'est-ce qu'on attend d'un toit? On attend d'un toit qui soit résistant aux événements climatiques, parce qu'on voit le climat évolue. Hein, je pense que maintenant c'est indéniable. On a besoin d'un matériau qui soit solide, qui soit résistant et qui soit complètement inaltérable, hein, parce que le toit il doit être solide, il doit être résistant, mais il doit être aussi souple à la fois, donc d'où l'avantage des petits éléments. Et puis la tuile, on va lui demander aussi de résister dans le temps, d'avoir une grande longévité et aussi de protéger une partie du système de toiture qui est très très important, c'est l'isolation. Donc tout ça, c'est un rôle important qu'on demande à la tuile. Et c'est pourquoi on a besoin d'un matériau qui soit vraiment très 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 résistant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une tuile béton plus précisément? Une tuile béton, en fait, c'est tout d'abord un produit qui est aujourd'hui très très bien intégré dans le paysage. Hein. Nous, on en fabrique depuis plus de 60 ans. Donc, on en voit finalement partout et parfois, on ne fait pas trop la différence avec les autres matériaux de couverture parce qu'elles s'intègrent très très bien dans le paysage. On a développé de différentes formes justement pour qu'elles s'adaptent bien à toutes les toitures et à tous les paysages et à toutes les particularités régionales. Alors, la tuile béton, c'est un mélange au départ de différentes matières premières. On y trouve du sable, évidemment, on y trouve de l'eau, on y trouve du calcaire sous la forme du calcaire et de l'argile, sous la forme de ciment qui sert de liant. Alors en faible quantité, mais on a du ciment. Et puis on y met aussi une part
réutilisation des rebuts en production. C'est-à-dire que sur le process de fabrication, on a parfois des éléments qui sont mal façonnés. Donc, on va les récupérer, on va les broyer de nouveau et les réinjecter finalement dans la préparation de matières premières, ce qui nous permet d'avoir un cycle et un process plutôt vertueux. Alors, je reçois juste une question qui fait, par rapport à ce que vous venez de dire sur l'eau, la nécessité de l'eau pour la tuile béton et en quantité, combien de litres d'eau voilà, pour fabriquer une tuile béton. Alors, c'est une bonne question. En fait, il en faut très très peu. C'est juste pour humidifier le mélange de matières premières. Je ne saurais pas vous dire exactement combien il nous faut de litres pour un mètre carré. C'est des éléments qu'on peut retrouver très, très simplement dans la FDES, parce que ça y est mentionné. Mais en fait, il en faut assez peu. C'est une toute petite partie du mélange. D'accord. Alors, ce qui a beaucoup évolué ces dernières années sur la tuile béton, c'est les couleurs. Les couleurs, on a développé depuis un certain nombre d'années maintenant des coloris qui sont en même temps qui sont teintés masse et avec une coloration de surface qui est bien plus performante que ce qu'on avait par le passé. C'est vrai que quand on regarde un petit peu les tuiles d'il y a 60 ans, dont beaucoup sont encore présentes sur les maisons, les tuiles béton, à cette époque-là, elles avaient un petit peu la réputation d'avoir des coloris qui se délavent un petit peu au fil du temps. Donc tout ça, ça a beaucoup, beaucoup progressé. Maintenant, comme je l'ai dit, on a des coloris teintés masse et des revêtements de surface qui sont plutôt lisses, qui tiennent très, très longtemps dans le temps, aussi bien que alors, on est au même performance que les produits qu'on a sur les petits éléments qu'on retrouve couramment sur les petits éléments. Voilà. Donc la tuile béton, c'est aussi un matériau qui résiste aux intempéries. On l'a vu, hein, on peut avoir dans certaines régions des charges de neige sur les toitures qui sont relativement importantes, d'où l'utilisation privilégiée de la tuile béton, par exemple en climat de montagne. On voit que dans les situations les plus extrêmes en haute montagne, on va utiliser de la tuile béton. Pourquoi? Parce qu'elle est résistante, elle supporte les charges de neige, mais aussi parce qu'elle a une propriété qui est reconnue, c'est-à-dire qu'elle est totalement ingélible. Le gel sur la tuile béton est quelque chose d'absolument impossible. Et puis, on a une bonne résistance par rapport à l'accroche des mousses et des lichens. C'est pour ça aussi qu'on on retrouve pas mal ces tuiles aussi dans d'autres environnements extrêmes, c'est-à-dire les bords de mer. Cette question de la résistance rejoint finalement donc celle de la durabilité. Quels sont les autres atouts de la tuile béton pour la transition écologique? Alors, on va voir en détail, donc ces performances de la tuile béton, au niveau de la fiche de déclaration environnementale. On va voir plus en détail sa capacité à être recyclée ou réutilisée, et puis le fait que voilà, c'est un matériau qui est quand même issu d'une économie locale. Voilà, la question du transport, c'est quelque chose qu'on regarde de près et qu'on améliore toujours davantage. Et puis, on va voir aussi ce qui a été développé au niveau des outils à disposition des architectes et maîtres d'œuvre pour prescrire ce type de matériel. Alors,
la tuile béton, elle a un avantage certain par rapport au poids de CO2 par mètre carré. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vérifié dans sa fiche FDES. 11,6 kg au mètre carré, c'est quand même plutôt parmi les matériaux en petits éléments, on peut considérer que c'est une très très bonne performance. Alors, comment est-ce qu'on obtient cette bonne performance sur la tube béton? C'est surtout par rapport au phénomène qu'on appelle le phénomène de décarbonatation. En fait, c'est la capacité de la tuile béton à absorber du CO2 pendant toute sa durée de vie. Alors, le phénomène de décarbonatation, il agit sur c'est un phénomène qui se produit en fait sur 2 cm d'épaisseur sur toutes les structures béton. Alors là, l'avantage, c'est que la tuile béton, elle fait entre 2 et 3 cm d'épaisseur par endroit. Donc, en fait, elle participe à 100% à ce phénomène d'absorption du CO2. Ce qui permet alors, sa capacité d'absorption, elle est définie dans la FDES, elle est estimée et elle est décomptée en fait du total d'énergie qu'il aura fallu pour la fabriquer. C'est ce phénomène d'absorption du CO2 qui permet à la tuile béton d'afficher un poids en carbone qui est plutôt limité, à 11,6 kg par mètre carré. Voilà, on a une démarche, BMI apporte une contribution à la responsabilité environnementale et sociétale à travers Valobat. Valobat, c'est un groupement de 25 entreprises qui a pour but de faire progresser le recyclage des déchets du bâtiment. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors évidemment, c'est une obligation réglementaire, hein, pour être très clair. Le décret entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Bien que ce soit une obligation réglementaire, nous, on y attache quand même une très, très, très grande importance. On est très investi là-dedans parce que pour nous, on estime, ça va beaucoup plus loin que ça. On estime que c'est surtout un devoir. Alors, ça fonctionne exactement comme le système de retraite à points, c'est-à-dire que on va apporter une contribution pour tous les matériaux qu'on met sur le marché actuellement. Et cette contribution va servir à financer la récupération et la valorisation des déchets et à développer aussi des systèmes d'autres systèmes encore de valorisation des déchets. Donc voilà, on est très très investi là-dedans. On a mis en place il y a quelques années un système de palettes recyclées pour les tuiles béton. Ce qui permet en fait alors c'est des palettes qui sont renforcées et au lieu d'avoir des palettes uniques qui sont jetées après une seule utilisation, là on est plutôt sur un cycle de 5 à 10 rotations avec pour certaines palettes qui ont subi plus de dommages, une étape de réparation avant d'être remise dans le circuit. Donc voilà, c'est des choses qui ont été qui ont mis assez longtemps à être mises en place, mais du coup aujourd'hui ça fonctionne plutôt bien et c'est quand même un système beaucoup plus vertueux que ce qui se faisait par le passé. Si je peux me permettre, j'aimerais revenir sur la question de la production et finalement des étapes de transformation.
Je reçois aussi une question qui demande si c'est possible d'évoquer la tuile par rapport à la tuile terre cuite, donc de mettre les deux en parallèle et peut-être sur cette question justement de la transformation de la production dans un premier temps. Alors, comparé à la terre cuite, on le fait pas systématiquement. Nous, on fabrique les deux matériaux et puis on évite de comparer de matériaux à matériaux. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que que ce soit la terre cuite et le béton, ce sont des produits qui sont tous les deux inférieurs à 15 kg de CO2 au mètre carré. Avec évidemment, hein, comme je vous l'ai expliqué, un plus sur le béton, ce qui permet de le positionner comme un des meilleurs, un des compromis les plus intéressants pour la question environnementale. Excusez-moi, est-ce que je peux faire une petite aparté Allez-y, Frédéric, sans problème. Pour répondre, alors je ne sais pas si je vais répondre clairement, parce que je vois qu'il y a des questions sur les comparatifs entre briques terre cuite, enfin entre tuiles terre cuite et tuiles béton. J'ai eu énormément de questions aussi sur la structure mur, donc je vais vous faire un petit comparatif pour vous donner un ordre d'idée. Si je compare, et c'est exactement le même rapport avec la tuile, hein, si je compare un bloc aglo de 20 cm et une brique isolante de 20 cm, sur la partie carbone, je serai mieux sur la partie aglo, j'aurai de meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que ce qui pénalise un aglo, par exemple, c'est ses matières premières à la base, c'est ses ressources. Ce n'est pas sa transformation, puisque sa transformation, c'est de l'étanchage, donc il n'y a pas de cuisson. Autant une brique isolante, ce qui la pénalise au niveau de son impact carbone, ce n'est pas ses matières premières, puisqu'on va chercher des matières naturelles. Par contre, c'est sa cuisson. Donc, au final, une fiche F2S d'un parpaing et d'une brique, si on les compare, le parpaing sera mieux. Maintenant, les fabricants de briques en ont bien pris conscience aussi, et c'est la même chose pour les tuiles terre cuite. Donc, pour pallier à ce défaut, ils sont en train de revoir un peu leur système de production, donc leurs usines, très clairement. Je ne vais pas citer la marque, mais un fabricant de briques, par exemple, a changé tout ce qui est en termes de système de production. Ces usines ne sont plus, je dirais, alimentées en gaz naturel qui était très émetteur de CO2, mais ont été alimentées maintenant par du gaz vert grâce à des usines de méthanisation qui sont juste derrière l'usine, ou alors aussi à des chaudières bois ou avec des matières recyclables. Donc, au final, quand on prend la brique qui sort de ces usines, du coup, elle a une étiquette CO2 qui est un peu plus favorable. Elle n'est pas encore au même niveau que le parpaing, mais les écarts se sont réduits. Et là où je veux insister, que ce soit la tuile béton ou la tuile terre cuite, c'est exactement le même phénomène. Mais aujourd'hui, la RE 2020, pour l'instant, telle qu'elle est écrite, et sur ces 3 premières années d'application, on aura toujours une mixité de matériaux. Il n'y a pas une partie qui sera évincée pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je remets en avant l'utilité d'aller chercher des produits avec ces fiches pour diminuer l'impact global du projet. Et n'oubliez pas aussi, c'est que quand je vous ai montré les lots techniques, on parle bien de globalité du projet. Et effectivement, prendre une fiche par-ci, une fiche par-là et autres, c'est grignoter des points à gauche, à droite. Mais ce qui fait vraiment la conformité ou pas, c'est sur la totalité du projet. Voilà, c'était la partie que je voulais faire. Ouais, merci Frédéric. Juste pour être très factuel en fait, hein, parce que c'est les fichiers FDES, vous pouvez les retrouver sur la base Inès, donc il n'y a aucun problème, c'est quelque chose qui est visible. Il y a à peu près 3 kilos entre la tuile terre cuite et la tuile béton, donc avec un avantage béton à date de 3 kilos de consommation de CO2 par mètre carré. Voilà, ça c'est factuel, ce sont les fiches FDES. Je te repasse la main, Rémi. Oui, alors pour compléter vos propos, hein, c'est pour ça aussi qu'on évite un petit peu de rentrer dans cette guerre des matériaux, parce que je pense qu'elle a beaucoup duré, et puis je pense que aussi tous les fabricants sont bien conscients qu'il y a énormément de choses à faire, qu'il y a une marche très très importante sur les 5 années qui viennent
pour atteindre les performances qui sont demandées. Et tout le monde, évidemment, tout le monde met des moyens pour avoir un matériau toujours de plus en plus et un process toujours de plus en plus vertueux. Il y a énormément dans la filière béton de moyens qui sont mis et il y a des choses vraiment intéressantes. Mais évidemment, comme dans les autres domaines. Donc, voilà pour la question du pouvoir souder. Mais comme le dit Christophe, hein, il y a juste à regarder, et Frédéric, il y a juste à regarder les valeurs qu'on a dans les fiches FDES et on voit que le béton est quand même très, très performant. Peut-être donc pour continuer sur cette question de la fabrication, effectivement, vous l'évoquiez, on va l'aborder tout de suite. Donc, cette question aussi de la fabrication, de la proximité, du local. On a vu vos premières démarches donc avec Vélobet. Voilà, pourquoi la tuile Monnier et aussi peut-être voilà, une tuile qu'on peut dire responsable? Oui, alors clairement, que ce soit nos usines terre cuite ou nos usines béton, toutes les tuiles qu'on fabrique sont faites dans des usines françaises. Donc, en l'occurrence, là, on parle de la tuile béton. Donc, aujourd'hui, on a 3 usines qui sont réparties sur le territoire. Donc, on a notre usine de Verberie dans l'Oise pour le bassin Gros Île-de-France, Normandie et Nord. Après, on a l'usine de Saint-Nabord donc pour couvrir la partie Est-France et l'usine d'Aiguillon donc pour toute la partie Sud et Centre-France. Donc, on a aussi des dépôts, comme vous pouvez le voir sur la carte, Roumazières, Sessuel, etc., où en fait, on a tous nos produits qui partent des usines pour être en stock sur ces dépôts, ce qui nous permet, en fait, et l'objectif, c'est d'être au plus près de nos clients. Donc, nos clients, ce sont les distributeurs en matériaux, ce sont les couvreurs. Et l'objectif au niveau de la tuile béton, et on l'a bien perçu comme ça, c'est d'être sur vraiment des circuits très, très courts. Voilà au niveau du point sur la fabrication française. Et justement, j'allais vous parler de votre façon de travailler donc avec vos collaborateurs. Comment travaillez-vous aussi avec les architectes? Oui, alors en fait, on s'est mis à l'ère du numérique il y a quelques temps et je vois qu'en plus, on a une collègue qui est connectée qui s'appelle Sophie Augustin, qui est notre responsable BIM. Donc voilà, elle œuvre fortement auprès du BIM et pour les architectes et les bureaux d'études, aussi bien pour la partie Ciplace que pour la partie Monnier. Là, on a des objets en fait qui sont clairement à votre disposition maintenant depuis quasiment 1 an. Donc, qui ont été créés en collaboration avec notre centre technique. Donc, ils contiennent un ensemble d'informations avec des caractéristiques géométriques et techniques qui ont été vérifiées. Pour répondre à votre besoin, en fait, nos solutions sont disponibles sous différents formats, donc IFC, CAO et BIM, et plusieurs logiciels. On est sur Revit, Archicad, 3ds Max, AutoCAD et SketchUp. Et a priori, Sophie pourra nous le dire, elle est plus performante que moi là-dessus, mais sur d'autres logiciels encore. Donc, l'objectif, c'est clairement que vous puissiez intégrer nos tuiles, nos accessoires et nos composants dans vos projets le plus simplement possible. Donc, il vous suffit, et je pense que vous le savez, de créer un compte sur la plateforme BIMobject. Voilà, et vous pouvez retrouver ça sur le site qui est présent, donc monnier.fr/solution-BIM. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire au sujet du BIM. Donc, on est plutôt très avancé au niveau industriel sur cette partie-là. On transmettra, de toute façon, je transmettrai les contacts et la façon d'avoir toutes les informations dont on vient de parler. Peut-être qu'on peut avoir quelques exemples à la fois sur la palette des couleurs, sur des réalisations pour avoir une idée pour terminer cette rencontre un peu finalement de l'aspect et de ce que donne construire, réaliser donc des projets avec la tuile béton. Eh bien, on a une grande diversité en fait de formes et formats, comme on le disait tout à l'heure, qui s'adaptent à toutes les pentes, à toutes les régions, à tous les paysages, avec des coloris qui sont nuancés ou des coloris unis sur des aspects plats, sur des forgalbes. Donc, on a
En fait, toutes les familles de tuiles qu'on trouve de manière classique sont représentées dans la famille béton. On a aussi des systèmes, des systèmes complets avec composants pour utiliser sur les hébergements, sur les lucarnes, des dispositifs de fixation, des closoirs pour fermer le faîtage et également tout ce qui est gamme isolation à retrouver sur nos documentations et notre site internet, isolation sarking en surtoiture. Et donc, on a donc les tuiles béton, on les retrouve sur des projets, sur du neuf, des projets plutôt contemporains ou bien sur du traditionnel, comme à gauche avec la plein ciel, hein, voilà, ce sont des coloris qui s'adaptent, comme des jolis coloris nuancés qui s'adaptent aux maisons anciennes, comme au neuf. Voilà, encore quelques exemples de réalisation, voilà, des maisons plutôt contemporaines. On voit bien que finalement, le béton n'induit pas forcément un style, une forme, où il y a vraiment une grande variété. Et vous parliez tout à l'heure de résistance aussi des couleurs. Le béton est teinté dans la masse, c'est ça? Oui, alors on a deux types de coloration, hein, pour les mêmes tuiles. C'est qu'on a une coloration masse et en plus un revêtement sur la tuile. Avec voilà, tout ça, c'est des pigments naturels, mais qui permettent d'avoir une grande longévité au niveau de la tenue des couleurs. On a aussi toute une gamme de produits qui se posent, toute une gamme de tuiles béton. Alors, on a des tuiles béton et des tuiles terre cuite qui se posent également en bardage. Donc, qui ont été testés au niveau de leur résistance, justement pour la résistance au choc. Hein. On sait qu'en application bardage, on a un peu plus de contraintes quand on est en pente. Donc voilà, elles sont testées, elles ont été certifiées avec le CSTB pour être posées en bardage. Et je reçois une question qui peut peut-être intéresser tout le monde également sur le degré d'inclinaison minimale pour la tuile béton. Alors, on est sur des pentes qui sont équivalentes en fait à celles de la terre cuite. À peu de choses près, on est sur des pentes. On a des tuiles, on a des dispositifs pour poser des tuiles en faible pente. Ok, mais la question en fait, Rémi, elle était plutôt en bardage parce que j'avais répondu à 25% en fait pour la partie toit incliné, mais en bardage, est-ce que tu peux nous dire en bardage au niveau de l'inclinaison en fait? En bardage, tout dépend de ce qu'on appelle à partir de quand on estime que c'est un bardage, une inclinaison verticale. En fait, c'est décrit dans les règles professionnelles. On est à 90 degrés avec, si ma mémoire est bonne, avec une tolérance de 2-3 degrés en intérieur ou en extérieur. Donc, on est, voilà, bon, la pose verticale est tout à fait convenable avec l'étude. Merci Rémi. Juste par rapport à la question sur la consommation d'eau, donc on est en live, hein. J'ai eu l'occasion d'envoyer un petit message à notre directeur industriel qui m'a répondu gentiment. Donc il me met, nous préparons notre béton avec 8% d'humidité, donc une tuile environ 0,35 litres. Donc en fait pour 1 mètre carré, donc on va parler non pas à la tuile, hein, parce qu'en fait il y a plusieurs nombres de tuiles au mètre carré, donc on va parler au mètre carré. Donc pour 1 mètre carré, on est à peu près à 3,5 litres d'eau. Voilà, en termes de consommation, voilà, on a répondu en live à cette question. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous propose j'espère que cette rencontre vous a plu, qu'elle vous a inspiré. Je vous propose de vous transmettre les informations, parce que j'ai vu aussi au fil de la conversation des questions pour recevoir les présentations. Donc voilà, on va vous envoyer par mail, vous recevrez peut-être un petit récapitulatif de la rencontre pour avoir toutes les données ou au moins les liens pour accéder à des compléments d'information.
Donc, merci beaucoup à tous. Merci pour vos questions, d'avoir participé. Voilà, on reçoit aussi voilà, des commentaires de remerciements. Donc, je vous les transmets aussi, Frédéric, Christophe et Rémi. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question, toute précision. Et Merci merci pour beaucoup. cette organisation, Marie-Alice. Merci Voilà. à Merci à vous. tous. Merci. Très belle journée. Merci. Au revoir. Au revoir.